Bonjour, vous écoutez Dans quelle étagère ? Le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en transition. Je suis Isabelle Vauconsant et je vous propose une information alternative qui prend son temps, cohérente, fondée et rigoureuse, engagée et ouverte sur des solutions concrètes. Je tends mon micro pour vous parce que ça craint pour la planète. On y va ? Aujourd'hui, je reçois Marin Fouquet, auteur de À la Terre, aux éditions 21. Bonjour Marin, qui es-tu ? Je suis Marin Fouquet, je suis romancier. J'ai écrit 2 romans, un premier qui s'appelle 7-7 et un deuxième qui s'appelle GAV. Et je suis édité chez Actes Sud. D'accord. Et ces 2 romans se passaient dans le monde paysan. Aujourd'hui, tu viens nous voir pour un autre roman. Tu m'en parles un petit peu ? Alors oui, effectivement, le premier roman 7-7 se passait dans le monde paysan, du point de vue plutôt de la jeunesse. Un jeune ado qui était sous un abribus toute une journée et qui décrivait un petit peu le village de Seine-et-Marne dans lequel il vivait. Le deuxième roman n'est pas tant dans le monde paysan, même s'il y a des personnages qui en viennent. GAV, ça se passe en garde à vue, dans un commissariat pendant 48 heures. Et là, c'est À la Terre, qui est un objet un peu particulier, qui est le premier récit que j'écris, donc on n'est pas exactement sur un roman, même si c'est écrit comme un roman, parce que je ne sais faire que ça, mais c'est de la non-fiction, même si ça veut rien dire, parce que la fiction s'intercale forcément entre les mots. Donc À la Terre, c'est l'histoire de deux de mes amis très chers, Islem et Valentin. Valentin que j'ai rencontré aux Beaux-Arts où je faisais des études. Moi je faisais pas grand chose, lui il faisait de la peinture. Il peignait et il peint extrêmement bien. Il peignait des paysages surchargés par l'urbanisme, il peignait des ciels surpeuplés d'avions, il peignait des bovins hypertrophiés d'hormones. Il peignait en fait tout ce qui déraillait dans notre monde. Et on avait beaucoup de discussions à ce sujet-là, beaucoup de discussions politiques. Il avait déjà cette fibre-là par rapport à la lutte pour le vivant. Et puis, à la sortie des Beaux-Arts, moi je suis devenu écrivain et lui il a pris un virage. Il est devenu agriculteur. Il a passé une formation en maraîchage bio. Il a réussi à trouver une parcelle test. Sur cette parcelle test, il a rencontré Islem. Islem qui, elle, a grandi à Salon de Provence, dans un milieu plutôt urbain. Mais qui, à 17 ans, a décidé de devenir bergère, alors qu'elle venait pas du tout de ce milieu-là, et qui a fait une formation pour devenir bergère, qui est devenue bergère. Et ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, et aujourd'hui, ils ont une parcelle à eux, à Volx, près de Manosque, où ils font du maraîchage bio et de l'élevage de brebis, et d'agneaux. Donc voilà. Et alors, ça n'a pas été simple quand même, toute cette installation. Et toi, tu racontes ça. J'ai eu l'impression, en lisant ce livre, que tu n'avais pas laissé respirer ton stylo, qui s'était emballé du début à la fin de leur histoire, sans que tu arrives à l'arrêter. Ça te touche personnellement, cette histoire ? Alors, il y a 2 choses. Déjà, c'est la manière dont j'écris. J'écris comme ça. J'ai besoin de ça pour écrire, de cette urgence, de cette violence parfois, et aussi de ces émotions fortes. C'est ça qui me pousse à écrire. J'essaye toujours d'écrire comme si j'avais un gun sur la tempe, quoi. C'est comme ça que j'écris. Et bien sûr que ça me touche leur histoire parce que c'est mes amis. Aussi parce que moi j'ai grandi au milieu des champs, sans n'y connaître rien du tout. Je connais les paysages par cœur, je viens de là. Mais en même temps, je connaissais rien de ce que c'est que l'agriculture. Parce que là où j'ai grandi, en Seine-et-Marne, c'est essentiellement des monocultures gigantesques, avec un type à qui appartient des hectares et des hectares et des hectares, et un type qui n'a pas le temps de t'expliquer quoi que ce soit, qui est sur son tracteur, tu le connais très bien, tu le vois de loin, mais... Et donc je connaissais pas ce que c'était vraiment le travail de la terre en lui-même.
Et en arrivant sur la parcelle, en me confrontant à ce que c'est vraiment, je me suis rendu compte du métier de fou que c'est. C'est même pas un métier, c'est une vie en fait. Et de là est né beaucoup à la fois d'admiration pour mes deux amis, parce que c'est du H24, c'est le week-end, s'il y a une bestiole qui passe pendant la nuit, ça te ruine 2 mois de travail et il faut repartir. Il n'y a pas le temps de se dire j'y arrive pas. C'est pas comme l'écriture où s'il y a un chapitre qui est catastrophique, je peux prendre 1 semaine pour me dire putain vraiment je suis nul, j'y arrive pas, je suis nul. Non, Valentin Islam, c'est dès le lendemain qu'il faut faire quelque chose. Et pour les brebis, c'est pareil. Le loup est passé pendant la nuit. Il n'y a pas le temps de se dire c'est catastrophique ou que ce soit. Il faut faire en sorte de descendre les bêtes. Il faut faire en sorte de faire constater le décès. Enfin voilà. C'est donc beaucoup d'admiration et aussi de la colère. De la colère par rapport à un discours politique actuel qui est comme pas que sur l'agriculture et pas que sur le bio, qui est un discours de façade. On est uniquement dans des postures, là où en face c'est des corps qui triment, et on est dans un truc où soi-disant on va mettre en avant le bio, sauf que ils se prennent barrière sur barrière sur barrière administrative. C'est une galère de remplir tous ces dossiers. Il faudrait avoir une secrétaire à plein temps pour pouvoir remplir, pour avoir les aides. Une galère aussi dans la vie de tous les jours, même par exemple pour accéder au bio. Islam me racontait que avant elle était en élevage bio, elle l'est plus, parce que en fait à un moment donné elle faisait toute son idée c'était de faire en sorte que son troupeau fasse partie quelque part de la communauté, fasse partie du village, avec faire traverser les bêtes dans le village 1 fois par an pour sensibiliser que ça existe, qu'on le voit, mais aussi faire brouter les bêtes dans les terrains des gens, parce que quand t'as des brebis qui sont dans ton jardin, qui sont dans ton terrain, d'un seul coup c'est un autre rapport au vivant, un autre rapport à la nature qui se crée. Dans les petites têtes des enfants il se crée quelque chose aussi, sauf que alors que parfois c'était des terrains avec des oliviers centenaires qui étaient à la même génération depuis plusieurs générations, la même famille, et sauf qu'on peut pas certifier du caractère bio des sols, alors que c'est des trucs qui sont là depuis des générations, on sait très bien comment mais bon, on peut pas certifier, donc t'as pas l'appellation bio. Rien que ça, barrière, que des barrières. Ça plus un travail qui est d'une violence physique, une violence psychologique énorme. Donc, colère contre ce discours-là, colère aussi contre un certain discours de militants bio, de militants véganes, de militants essentiellement citadins, qui ont des fantasmes. On l'a vu après le confinement, le fantasme de retourner à la terre, de machin, de bidule, comme si c'était un parcours de santé, quoi. Colère contre ces lieux soi-disant alternatifs qui s'ouvrent dans les grandes villes, notamment Paris, mais pas que, avec des tables en palette, des jeux de molki, et derrière ça va s'enfiler de la cocaïne dans les toilettes importées tout droit de Colombie. Colère contre toutes ces postures-là en fait, soit posture politique, soit posture de bien-pensance, soit posture inconsciente. On avait une discussion avec Valentin Islam sur par exemple les antispécistes, et il y a une vraie question qui se pose par rapport à ça. Eux ils m'expliquaient que pour que leur exploitation soit totalement bio, il fallait qu'il y ait du fumier, il fallait qu'il y ait de la merde animale. Pour qu'il y ait de la merde animale, c'est tout bête, il faut de l'élevage, et donc en fait l'un fonctionne avec l'autre. Et tous ces discours-là qui à un moment donné ne prennent pas en compte, en tout cas je peux pas faire de généralité parce que je les connais pas tous, parce que je suis pas spécialiste, moi je suis que romancier qui suis penché à un moment donné sur le quotidien de 2 personnes que je connais, donc c'est très très obtus comme manière de voir, mais j'ai la sensation que très peu souvent sont consultés réellement ceux et celles qui pratiquent la terre, ceux et celles qui la connaissent, ceux et celles qui la connaissent depuis des générations. Islam me parlait d'un berger avec qui elle est amie, avec qui
Elle monte à la montagne et avec qui elle fait garder ses bêtes, qui a 80 ans, qui est berger depuis qu'il est tout môme. Son père était lui-même berger, son grand-père lui-même berger, son arrière-grand-père lui-même berger. En fait, il a la mémoire de génération et de génération de bergers. Et ces paroles-là, j'ai l'impression qu'on les entend pas tant que ça, et surtout, elles sont parfois même dénigrées par des soi-disant militants écologistes. Je pense à un certain guignol de journaliste qui a été, il y a pas très longtemps, même discuté avec le Front National. Et quand on voit que c'est possible de parler d'écologie avec le Front National, c'est qu'à un moment donné, il y a un amalgame dans ces discours-là. À la suite de ce texte À la Terre chez 21, tout le principe de la collection de 21, c'est qu'après, il y a un chercheur, une chercheuse spécialiste à qui on donne la parole. Et au début, donc là, dans ce livre-là, c'est Dominique Paturel, une super chercheuse qui parle, et je vous invite vraiment, c'est pas uniquement pour vendre le livre, hein, c'est aller lire ce qu'elle dit sur la banque alimentaire. C'est vraiment quelque chose dont on parle pas assez. Et donc là, c'est Dominique Paturel. Mais j'avais cherché avant d'autres personnes, parce que moi, j'y connais rien. Et en cherchant, en fouillant, j'avais trouvé des noms de personnes qui sont assez imminentes dans l'agriculture, enfin dans le bio, dans toutes ces pensées-là, aussi parfois antispécistes, machin bidule. Et quand on fouille un peu, on se rend compte que derrière, ils pratiquent aussi des stages sur la masculinité sacrée, le féminin sacré, des choses comme ça. Et dans une tendance un peu New Age qu'a pu avoir l'écologie, mais en réalité qu'elle continue à avoir en souterrain. Et en fait, c'est tous ces trucs-là qui, à un moment donné, face à une urgence là qui est même, c'est pas à nos portes, elle est sous nos pieds, d'avoir tous ces trucs-là parfois de bien-pensance bourgeoise, parfois de posture politique, parfois de délire New Age, tous ces trucs-là, en fait, c'est plus que des parasites, là. À un moment donné... C'est des rigidités. C'est des rigidités, et c'est dangereux, parce que je crois que toutes et tous, on est conscients de l'urgence, mais tous ces trucs-là sont des barrières. Sont des barrières à réellement agir, je crois, en tant qu'individu. Combien de temps t'es resté avec eux ? Je suis resté 15 jours avec eux. 15 jours à travailler la terre. C'est pas beaucoup, mais c'est assez pour sentir le corps. En 15 jours, c'est largement assez. Dès le 3e jour, même pas en fait, dès le 1er jour, on sent que ça va être dur. Au 2e, on sent qu'on va peut-être pas tenir. Et au 3e, ça commence à peu près à aller mieux. Mais les douleurs sont là, ouais. Et eux, ils le font depuis Islem depuis qu'elle a 17 ans et Valentin depuis 5 ans, je crois. Et ils ont un autre corps que celui des citadins, des écrivains ou des journalistes. Leur corps s'est transformé, celui d'Islem beaucoup plus tôt, j'imagine, et celui de Valentin, après être un corps de peintre, s'est largement transformé. Et eux, est-ce qu'ils sont en colère ? Ils sont en colère, pas exactement la même que moi. Ils ont une colère beaucoup plus réfléchie, parce que beaucoup plus consciente. Ils ont beaucoup plus de connaissances que moi. Ils ont une colère aussi qui est beaucoup plus... Je crois qu'ils sont en colère de... Et je fais que relier ce que moi j'ai ressenti, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais ils sont en colère que ça soit pas assez entendu, pas assez écouté, pas réellement écouté. Ils sont en colère, je crois, quand ils allument la télé et qu'ils voient justement ce guignol de journaliste qui a des propos extrêmement violents sur les bergers, alors qu'il y connaît strictement rien. Ils sont en colère lorsqu'ils allument la télé et qu'ils voient que, en fait, systématiquement, on fait entendre des opinions totalement contraires. On fait entendre des géants de l'industrie agroalimentaire ou leur porte-parole via des lobbying. Et en face, on fait entendre des militants véganes antispécistes. Et qu'à aucun moment donné, on fait entendre ce qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que toute la complexité, elle est là. Valentin, son maraîchage est bio, mais il a énormément de voisins agriculteurs qui, eux, parfois sont dans la monoculture, dans l'agriculture conventionnelle. Et en fait,
quelque part, il travaille avec eux, dans le sens où ils partagent la même terre, ils partagent le même sol. Donc parfois, les bestioles et les horreurs qui arrivent sur un terrain, elles vont aller sur le terrain d'à côté. Donc faut se parler. Faut se parler, on s'apporte des connaissances. Il a conscience des galères qu'eux-mêmes rencontrent, parce que c'est des galères différentes. Mais c'est aussi des galères d'avoir des centaines et des centaines d'hectares et de consommer un fuel monstre pour pouvoir faire tourner ces machines. C'est une galère de dingue. Donc c'est d'autres types de galères, mais ils partagent une même violence, qui est la violence des saisons, qui est la violence de la grêle, qui est la violence du manque d'eau, de la sécheresse. Ils partagent ça. Mais aussi la violence du capital. La violence du capital, bien sûr. Et c'est pour ça que le texte est préfacé de PNL et de Giono. La lettre aux paysans, que Valentin m'a fait lire, que lui-même, c'était une personne qui était en formation avec lui, qui lui avait fait lire. Et il me l'a fait lire, et c'est un texte incroyable. Si vous ne l'avez pas lu, lisez la lettre aux paysans de Giono. Il l'a écrit... Il l'a écrit, si je me souviens bien, en un été, juste avant la guerre. Et c'est un texte magnifique où il écrit une lettre aux paysans. Et il leur parle. Il leur parle en fait de ce qui va, selon lui, arriver et ce qui allait arriver, c'est-à-dire la guerre. Et il est en train de leur dire, en fait, vous allez voir, vous allez être ceux qui vont être, comme d'habitude, balancés sur le champ de bataille. Parce que les ouvriers, on va les envoyer dans les usines fabriquer les armes. Mais vous, on va vous envoyer en chair à canon. Et si vous décidez d'arrêter, si vous décidez de dire j'arrête de travailler la terre et je vais pas à la guerre, et c'est une position très forte, mais je garde juste ma nourriture pour moi et pour mes proches et pour les gens de la campagne, et je prends pas les armes. Vous allez voir que là, ils vont arrêter leur guerre, en fait. Ils seront incapables d'y aller. Parce qu'il y aura plus de bouffe, parce qu'il y aura plus de chair à canon. Et il leur dit, votre place, elle n'est pas sur un champ de bataille, et votre champ de bataille, c'est la vie de tous les jours, votre champ de bataille, c'est la terre. Il parle aussi du capitalisme, il parle du fait que, à partir du moment où les banques se mêlent au travail de la terre, là où les banques, elles ont comme rythme un rythme totalement fictionnel, une fiction totale qui est les cours de la bourse, les cours du marché. Vous, votre vie, elle a rien de fictionnel. La terre, c'est pas une fiction. Les saisons, c'est pas une fiction. Et à partir du moment où vous prenez de l'argent, enfin, vous demandez de l'argent pour pouvoir faire grossir votre exploitation, pour avoir plus de profit, et derrière, il faut rendre cet argent, à un moment donné, à certaines échéances. Vos échéances, votre rythme à vous n'est pas ce rythme-là. Et donc, c'est incompatible. C'est impossible de le concilier. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous creusez votre propre tombe. Et c'est un texte magnifique, avec... moi, j'aime beaucoup le rap, et je viens de là, avec punchline sur punchline. Chaque phrase, c'est un crochet du droit, un crochet du gauche, et en même temps, c'est d'une beauté et d'un amour pour ce métier qui est dingue. Alors justement, tu viens du rap. C'est marrant parce que c'est exactement ce que je me suis dit en te lisant, que t'écrivais comme un rappeur. Et tu viens du rap, raconte-moi un peu. C'est quoi ton parcours d'écriture ? Mon parcours d'écriture, c'est beaucoup de chansons françaises à la maison. Brassens, Ferré, Ferrat, Bachelet, Brel. Beaucoup de chansons françaises. Moi-même, je commence à écrire de la chanson au lycée. Pourquoi de la chanson ? Parce que il y avait tout simplement un groupe d'amis qui avait un groupe de musique, et moi je savais pas jouer d'instrument, et donc je voulais pouvoir faire partie d'un groupe de quelque chose. Donc l'envie d'exister au sein d'une communauté, d'avoir une place quelque part en fait. Et sauf que eux ils écrivaient pas leurs paroles, donc j'ai écrit des paroles, c'est pas moi qui les chantais. Sauf que la chanson, le problème c'est que sur les 3 minutes de chanson, il y a au moins 1 minute 30 qui est bouffée par le refrain. Donc pas beaucoup de place pour écrire en réalité. Donc c'est comme ça que je me suis mis à écrire du rap, parce que là je pouvais remplir totalement le texte. Donc j'écris du rap, et puis ensuite le rap, je me rends compte que c'est un travail d'orfèvre, c'est un travail très minutieux, c'est un travail où il faut pas déborder de la mesure.
Et moi, j'aimais beaucoup déborder de la mesure. Il y avait des phrases que je trouvais très belles, qui rentraient pas, mais que je trouvais très belles. Donc c'est là où je me suis mis à écrire de la poésie. La poésie, je me suis rendu compte à un moment donné que personne n'en parlait. Enfin, personne n'en parlait, personne n'en lisait, surtout. De la poésie contemporaine. Donc c'est là où je me suis mis à la dire. D'abord dans des lieux un peu insolites, et puis ensuite sur scène, et puis ensuite dans des lieux un peu plus institutionnels. D'abord 5 minutes, ensuite 10 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure. Et puis une fois que j'ai eu ces sets d'1 heure de poésie sonore, avec de la musique, avec des choses du corps, avec plein de choses différentes et hétéroclites, bah, l'étape d'après, ça a été d'écrire un roman. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, 7-7. Et ensuite GAV, et ensuite À la Terre, et ensuite le 3e roman, et voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait comme étude pour apprendre à écrire? J'ai fait les Beaux-Arts de Cergy, qui sont pas forcément des études pour apprendre à écrire, mais qui m'ont permis déjà de rencontrer Valentin. Et À la Terre, ça vient de lui à la base, et ensuite c'est Islem, et c'est leur fils aussi, Naïm. Puis leur chien aussi, il y a des chapitres sur leur chien, et, enfin, il y a plein de choses. Mais ça m'a permis... C'est quoi le rapport entre les beaux-arts et l'écriture? Je crois que ça permet déjà de voir l'écriture pas uniquement comme une histoire. Il y a beaucoup, et ça peut être très bien, et moi-même j'aime en lire, hein, mais c'est pas exactement ce que je fais, je crois. Même si j'aime ça, et j'aime en mettre, mais je crois que la littérature, c'est pas qu'une histoire. Et aujourd'hui, on est beaucoup sur une littérature d'histoire. On cherche une histoire comme le font les séries, comme le fait le cinéma. Et c'est quoi d'autre? C'est une langue, c'est un rythme, c'est un souffle, c'est des silences, c'est ce qu'on dit pas, c'est surtout ce qu'on dit pas. La littérature, je crois que c'est avant tout l'art de ce qu'on dit pas. C'est pas l'art de ce qu'on dit. C'est pas un pitch, c'est pas un truc qui tient en 2 phrases, qu'on peut raconter comme ça. C'est entre les lignes que ça se passe, la littérature. Sinon, on écrit un pitch de série où on dit tout et on le raconte de la manière la plus logique possible et pour faire ressentir quelques émotions, et voilà. C'est pas que ça. Je crois que c'est plus profond que ça. C'est un peu comme la terre, quoi. C'est pas que ce qu'il y a à la surface, c'est aller chercher ce qu'il y a dans toutes les strates et aller penser toutes les strates, même celles qu'on voit pas et celles qu'on pourra jamais voir. C'est en ça que le travail de la terre, je crois qu'il est très proche du travail de l'écriture. Enfouir des choses, en faire ressortir certaines pour les réenfouir derrière et retourner comme ça le texte en permanence, le retourner pour qu'il devienne fertile à certains endroits, accepter qu'il soit pas fertile à d'autres endroits. Je crois que c'est ça, quoi, la littérature. T'es un paysan des mots? Ouais, j'espère. Ça serait beau que je le devienne. C'est marrant, avant que Valentin me fasse lire la lettre aux paysans de Giono, c'est très bête, l'image que j'avais de Giono, moi c'était un truc un peu à la Marcel Pagnol. Un truc un peu comme ça, un peu... C'est beau, hein, Marcel Pagnol, mais un truc un peu... Soleil et cigale. Ouais, voilà. Je suis un peu nul quand je parle. Je suis un peu souvent un peu terre à terre. Pour moi, il y avait un truc un peu bébête, quoi. Un peu, voilà, tout va bien, machin. Et je sais pas pourquoi j'avais cette image-là de Giono, quoi. Alors que Giono, c'est un paysan des mots. C'est un rebelle. C'est un bad boy. Un vrai bad boy de vrai. Enfin, il a été en prison pour ses positions pacifistes. C'est quelqu'un qui a été jusqu'au bout de ses idées. Enfin voilà. Et j'aimerais bien, ouais, si je pouvais être un paysan des mots comme l'a été Giono, un paysan du 7-7, quoi. Un paysan de la monoculture. Ouais. Alors, encore une question. 21, à l'origine, c'est une revue. C'est un objet hybride, quelque part, entre la littérature et le journalisme.
qui joue bien sa ligne de crête et qui vient de lancer donc une maison d'édition. Est-ce que tu crois à l'utilité politique de ce genre de texte ? À l'utilité politique de 21, j'en suis persuadé. Je crois nombreux sont les journalistes qui, je crois, c'est bête les phrases, on dit comme ça, on met tout le monde dans le même sac, c'est toujours très bête, mais je crois que nombreux sont les journalistes, j'accepte la bêtise, nombreux sont les journalistes qui sont d'accord sur le fait que 21, ça fait partie des derniers trucs de réel journalisme. C'est-à-dire que malheureusement, et c'est pas du tout de la faute des journalistes, malheureusement, avec les budgets qu'on leur donne, avec le temps qu'on leur donne, avec la pressurisation financière, avec la recherche du chiffre, ils sont obligés de se contenter de reprendre des choses de l'AFP. S'ils ont un peu de bonne conscience, ils vont aller chercher d'autres trucs, mais ils n'ont pas le temps d'aller creuser. Il faut très vite passer au papier suivant, parce qu'il faut qu'ils bouffent, il faut qu'ils mangent. Donc c'est logique, on a des ventres. Les auteurs, les autrices, les journalistes, les paysans, les paysannes, on a des ventres. Il faut bouffer. Et 21, ça fait partie des derniers qui vont envoyer quelqu'un pendant 6 mois, quelque part, aller écrire un texte, et aller fouiller, et aller pas forcément avoir une attente précise de résultat, et derrière lui laisser 10 pages, 15 pages, lui laisser la place de développer quelque chose, un truc long, un truc lent, parce que c'est ça, je crois, le journalisme, c'est un truc lent, à la base, comme la Terre. Elle est partout. Et donc, je crois vraiment à l'utilité de ce journalisme, l'utilité du texte que j'ai écrit, j'espère, j'y crois. J'espère pour Valentin, pour Islam, pour Naïm, leur fils, la suite, le futur. J'espère aussi pour toutes celles et tous ceux qui, comme eux, se cassent le dos à travailler la terre, à élever des bêtes. J'espère, je sais pas. Je sais pas si ça aura un impact. Je peux que espérer. Est-ce que tu as un message à passer ? Si j'en avais un aujourd'hui, ça serait merci. Merci à elle, merci à eux, merci à eux toutes, elles tous. Merci de travailler la terre et d'y croire encore et d'être dans les actes et d'être dans la pratique, de pas être uniquement dans les discours, assis sur un siège en palette dans un lieu interlope ou derrière un bureau d'Élysée ou sur un plateau télé. Merci de le faire, de continuer à le faire et de le faire dans l'ombre parce qu'il n'y a pas le temps pour eux et pour elles d'écrire un livre, de passer à la télé, de faire des grands discours parce que demain matin, il faut être déjà sur l'exploitation, sur la parcelle. Donc merci, vraiment merci. On va te remercier de leur avoir donné la parole. J'ai essayé. Merci. Merci. Les terraristes, ce sont ces citoyens qui, conscients de l'urgence écologique, décident d'agir en militant. Sur le terrain, par l'écriture et toutes les formes d'expression, ils luttent. Merci d'avoir écouté Dans quelle étagère, le podcast du vivant. Retrouvez d'autres épisodes sur TerraFocus, la chaîne des podcasts d'Ortus Focus. Comme toute la presse indépendante, Ortus Focus a besoin de ses lecteurs et de ses auditeurs pour vivre et travailler. Pour cela, vous pouvez nous faire un don défiscalisable sur Helloasso.